La grande édition, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient en direct sur i24 News. Voici le sommaire de ce journal. 11 ans d'attente, 11 ans de déchirement, de lutte, de faux espoirs. Hadar Goldin, enfin de retour au pays. Son cercueil est sorti de Gaza tout à l'heure, escorté par Tsahal. Ultime épreuve, celle de l'identification à l'Institut médico-légal. C'est fait ce soir. Le sort du jeune officier tué par le Hamas durant un cessez-le-feu en 2014 hantait le pays. Sa restitution fera-t-elle l'objet d'une contrepartie? Du flou toujours autour des 200 terroristes piégés dans leur tunnel. Du flou aussi, on le verra, quant à l'avenir de la trêve, alors que 4 corps d'otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Dans ce contexte, pas question d'intégrer des soldats turcs au sein de la force internationale appelée à être déployée à Gaza. Binyamin Netanyahou l'a répété aujourd'hui, conscient qu'une telle présence modifierait la donne, et notamment au profit du Hamas. L'occasion d'ouvrir notre dossier de la semaine, il est consacré à l'influence, cette fois grandissante, de la Turquie. Puissante, ambitieuse, Ankara se rêve en leader du monde musulman et de la cause palestinienne. Premier épisode ce soir, nous commencerons par un passage en vue des forces en présence et du positionnement complexe entre l'OTAN et la Russie. Et puis l'Occident, terreau fertile pour les islamistes, ou comment un terroriste palestinien du 7 octobre a pu trouver refuge en Belgique. Indignation et tollé, nous entendrons un député belge. Direction aussi New York pour le premier meeting post-élection de Zoran Mamdani. Au programme, Djellaba et ses cris Allahu Akbar. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Douleur et dignité ce dimanche en Israël. C'est donc la fin de 11 années d'une attente cruelle, inhumaine. Le corps de Hadar Goldin a donc été restitué par le Hamas. L'identification a été confirmée dans la soirée. 11 années interminables pour la famille, pour les proches et l'ensemble du pays. On va d'abord retrouver Chani Guidalia, qui est en direct de Kfar Saba ce soir. Bonsoir Chani. Donc on a vu, c'est là où réside la famille Goldin. On a vu cette foule accompagner Hadar Goldin tout à l'heure, tout au long de cette journée. On imagine l'émotion autour de vous en ce moment. Oui, exactement. Il y a, comme vous le voyez, près d'une centaine de personnes avec plusieurs groupes qui chantent également derrière. Après 4118 jours, c'est désormais officiel, le corps de Hadar Goldin a été rapatrié en Israël. Donc vous les voyez derrière moi, ces personnes, des voisins, des amis de la famille qui sont venus avec des drapeaux israéliens, des pancartes, des t-shirts à l'effigie de Hadar Goldin. Il faut dire que la tension et surtout l'attente était très intense tout au long de l'après-midi, puisque jusqu'au dernier moment, Israël s'attendait à une violation du Hamas, à ce que ce ne soit pas le corps de Hadar Goldin qui soit rendu à Israël. Mais finalement, après plus de 11 ans, c'est désormais ce qu'on appelle en hébreu une Sgirat Magal. C'est un chapitre qui se clôt pour tout Israël. Je rappelle qu'au début de la guerre, il y avait 2 soldats israéliens qui étaient tombés en 2014, qui étaient toujours retenus à Gaza, Hadar Goldin et Oron Shaul. Oron Shaul qui a été rapatrié au mois de janvier et Hadar Goldin aujourd'hui. Donc il reste officiellement 4 corps d'otages dans la bande de Gaza, qui sont Dror Or Meni Godar, Ran Gvili et un citoyen thaïlandais, Soutisak Rantalak. On attend maintenant, d'ici quelques minutes, maintenant la déclaration officielle de la famille Goldin. Vous le disiez, Chani, que sait-on des conditions aussi peut-être de restitution? Est-ce qu'il y aurait eu une contrepartie? Écoutez, depuis plus d'une semaine, c'est vrai que le Hamas exerce une pression sur Israël pour pouvoir faire sortir du tunnel les 150 à 200 terroristes qui étaient dans ce tunnel dans la zone de Rafah. Il y a donc 3 options qui se présentent pour ces terroristes. Soit une reddition totale, leur expulsion vers l'Égypte, ou alors de rester dans le tunnel mais au risque de mourir par manque de nourriture ou d'eau. Merci beaucoup Chani Guidalia, donc depuis Kfar Saba ce soir, où se trouve la famille Goldin. On attend d'ailleurs une déclaration d'un instant à l'autre. On accueille en attendant Mathias Inbar, notre expert défense, et Daniel Haïk, notre analyste politique. Bonsoir messieurs. Mathias, vous étiez précisément le 1er août 2014, donc ce jour funeste malheureusement, à la bordure de Gaza. C'était, on s'en souvient, un cessez-le-feu à ce moment-là. 11 ans peut-être, ça témoigne aussi quelque part de l'importance que revêtait ce corps de Hadar Goldin aux yeux aussi du Hamas. D'abord, j'ai une pensée pour la famille Goldin, Simcha, que je connais parfaitement bien et avec qui je me suis entretenu de nombreuses fois, y compris lors d'un voyage à Paris, où il n'a pas cessé de lutter pour faire en sorte que le nom de son fils ne soit jamais oublié. Autre part, et on l'a également, entendu il y a quelques jours. Pardon ? On l'a entendu il y a quelques jours effectivement sur cette antenne. Et également une pensée pour le non-respect jusqu'à aujourd'hui du secrétaire d'État américain John Kerry, qui avait poussé Israël
à forcer même Israël à obtenir un cessez-le-feu, à s'engager à un cessez-le-feu, alors que les renseignements militaires à l'époque disaient que le Hamas n'allait pas s'engager à un cessez-le-feu. Et 1 heure plus tard, après l'entrée en vigueur de ce vendredi noir, ce vendredi 1er août 2014, où à 8 heures, le cessez-le-feu avait été décrété, 9h05, une patrouille à l'intérieur de laquelle se trouvait Hadar Goldin est allée sur place pour essayer de détecter des tunnels. Et de ce tunnel est sorti un commando du Hamas pour kidnapper Hadar Goldin. Et c'était le symbole du Hamas. Oron Shaul, Hadar Goldin, les 2 soldats kidnappés pendant bordure protectrice, où on se souvient d'un film monstrueux, filmé en intelligence artificielle, où on voyait même Oron Shaul descendre des escaliers, aller retrouver, peut-être, on ne savait pas dans ce film, Hadar Goldin, et même ils avaient poussé le paroxysme, le Hamas, à entendre la voix d'Oron Shaul dire à Hadar en hébreu « T'inquiète pas, on va sortir vivant ». Or, le Hamas savait que les 2 avaient été tués ce jour-là lors de leur kidnapping. Depuis, le corps d'Oron Shaul a été rapatrié par les commandos israéliens pendant cette guerre. Et depuis aujourd'hui, il faut saluer et s'incliner devant la dépouille du lieutenant Hadar Goldin. Alors c'est ça, vous le soulignez Mathias, c'était une autre époque, c'était sous Barack Obama, donc en 2014. Du coup, est-ce qu'on peut penser que cette restitution marquera un tournant quelque part ? Pour les uns et les autres? Tournant dans le sens où je sais que ça va faire grincer les dents, mais c'est une énorme prouesse de la part d'Israël et surtout des États-Unis d'aujourd'hui d'avoir obtenu, encore une fois, les 20 otages vivants et la plupart des dépouilles. Et Israël, malgré tout ce que peuvent dire les uns et les autres, Israël ne s'arrêtera pas tant que les 4 dernières dépouilles ne sont pas revenues à la maison. Et oui, c'est un tournant parce que c'est la guerre de 2014 qui peut s'achever presque ce soir avec la restitution d'Hadar Goldin. Effectivement, c'est le message ce soir des autorités israéliennes. Daniel, justement, on se souvient des efforts notamment de la maman de Hadar Goldin qui pendant des années s'est portée en première ligne pour tenter d'obtenir la libération de son fils. Malheureusement, c'est un scénario qu'on a vu à de nombreuses reprises depuis le 7 octobre. Oui, effectivement, mais je crois que d'une certaine manière, Hadar Goldin, c'est devenu au cours des 11 dernières années l'enfant de la nation, d'une certaine manière. On en avait parlé, on avait utilisé ce terme pour Gilad Shalit, mais c'était vrai aussi pour Hadar Goldin. Tout le monde, tous les Israéliens, chaque enfant israélien sait qui est Hadar Goldin. Et aussi, il faut le souligner, Mathias a parlé de Simcha Goldin, le père, mais Léa Goldin, c'est la mère. Les 2 parents ont agi avec une immense dignité dans tout ce combat qu'ils ont mené pendant toutes ces années sur leur déplacement à l'étranger, une immense dignité, une grande noblesse d'âme et la volonté de ne jamais lâcher, d'aller toujours avec beaucoup de force, mais aussi beaucoup de noblesse, et tout faire pour essayer de retrouver leur enfant. Et j'ai vu ces images que l'on voyait avec Shani. Eh bien, je me souviens de cette même soirée lorsque l'on a annoncé que Hadar Goldin avait été kidnappé. Cette même soirée, ces jeunes qui s'étaient rassemblés autour de la maison de la famille Goldin à Kfar Saba et qui chantaient. À l'époque, c'était déjà il y a 11 ans, 4117 jours ont passé depuis, et il y a toujours d'une certaine manière ce lien qui lie, on va dire, la société israélienne à ses héros. Et je crois que quelque part, à travers Hadar Goldin, ce sont les héros, les officiers de Tzahal, les héros de l'armée israélienne à qui on veut rendre hommage d'une certaine manière. Effectivement, Mathias a raison lorsqu'il dit que la boucle est bouclée. Voilà, on aperçoit justement la mère de Hadar Goldin et le père, les 2 parents donc d'Hadar Goldin qui sortent justement de leur habitation pour se tenir devant les caméras et les micros. On va évidemment écouter leur déclaration. On imagine cette émotion ce soir puisque le corps de leur enfant a enfin été restitué et identifié ce soir. Voilà, le frère qui est au premier plan, le frère jumeau de Hadar Goldin, et le père au second plan. Mathias. Il venait d'écrire une chanson pour sa fiancée. Il allait se marier quelques semaines plus tard. Après son désengagement effectivement de l'armée qui était prévu quelques mois plus tard. Malheureusement, on va écouter donc la prise de parole des parents de Hadar Goldin. C'est en direct sur i24 News. Et on demande aux journalistes de ne pas poser des questions. Voilà, solennel.
די, נו, חבר'ה, די. עכשיו אני מדבר, די, תסתדרו. Je vais parler maintenant. הבאנו את סגן הדר גולדין, Nous avons בסרט ramené גבעתי, le בן lieutenant שלנו, Hadar לוחם, Goldin, לקבר ישראל. officier de Givati, עבדנו על זה. notre enfant בסדר. en terre d'Israël. יודעים שהוא גיבור. הבאנו את זה Nous savons que c'est משום un héros. שהלוחמים לחמו להביא לוחמים משדה הקרב. Nous וגם avons אזרחים. engagé le retour de tous les soldats ici qui ont combattu au combat. צה"ל. ולכן אנחנו לוקחים את הערכים האלה של צה"ל. Nous prenons les valeurs de l'armée israélienne. 11 שנה, כי זה מה שהדר הוריש לנו, ערכים שאומרים שלא מפקירים חיילים בשדה הקרב. Une valeur de l'armée que l'on ne laisse pas un soldat sur le champ de combat, le champ de bataille, et que l'on combat pour permettre leur retour. La dernière guerre a promis que si l'on veut ramener les soldats, eh bien on peut le faire. La victoire véritable, c'est le retour des otages et le retour des combattants. Et maintenant, nous pouvons commencer à nous restaurer. Il y a 11 ans, nous étions ici, mois d'août, lorsque l'on nous a kidnappé Hadar, et nous avons dit qu'il ne fallait pas abandonner Gaza. Et il était évident pour nous que dans l'État d'Israël, on ne laissera pas des soldats derrière. 11 ans après, cela a pris 11 ans pour le ramener grâce à Tsahal et aux forces de sécurité. Nous avons dû aller à travers tout le monde uniquement pour rappeler que nous avons un frère, un enfant sur place. Il faut insister sur la valeur de la fraternité. Ramener un enfant pour pouvoir l'enterrer, ce sont nos valeurs pour lesquelles nous avons combattu. Malheureusement, nous avons été abreuvés de déceptions. Pendant le Corona, nous n'avons pas pu ramener ni Oron Shaul, ni Avera Mengistu, ni Shama Sayed, ni Hadar. Et nous n'avons pas pu le faire, peut-être parce que les dirigeants israéliens n'ont pas pu le faire. Nous ne pouvons pas renoncer à ce que nous sommes. Nous vaincrons. Nous vaincrons grâce à nos valeurs. J'espère que Hadar restera le symbole. Il y a deux manières de vivre, soit égoïstement, soit faire de grandes choses, c'est ce qu'a fait Hadar. Pendant des années, j'ai dit, je ne lutte pas pour ramener Hadar, je lutte pour empêcher qu'il y ait d'autres otages. Ça a été pour un cri, une volonté de réveiller la société israélienne et d'expliquer qu'il est important de combattre pour ramener nos enfants. Sans nos enfants, nous n'avons pas de continuité. Merci pour tout. À vous tous. Chers amis, nous n'avons rien. Pas d'applaudissements, pas de héros. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. C'est pourquoi nous vous demandons de donner à la famille le temps d'assimiler ces informations
dispersez-vous, rentrez chez vous, rentrez vers votre famille et vos enfants et vers ce pays. Et occupez-vous des valeurs, pas des affaires, des valeurs. Et c'est avec nos valeurs que nous l'emporterons. Nous avons vaincu grâce à nos valeurs. Hadar est le symbole de nos valeurs. Après tant d'efforts que nous avons investis avec l'armée, nous avons ramené ce symbole vers nous et il faut le garder, il faut le conserver. Nous sommes frères tous. Nous donnerons des informations sur les obsèques plus tard. Voilà, fin d'intervention donc de Simcha et Léa Goldin, les parents de Hadar Goldin. Émotion évidemment ce soir avec Kfar Saba, la fin de 11 années douloureuses. Mathias, pas beaucoup de choses à commenter dans ces moments-là, mais simplement peut-être aussi de rappeler que Hadar Goldin a été promu à un grade plus élevé à titre posthume, évidemment, ce soir. Il va l'être. Normalement, il devrait être élevé à titre posthume de lieutenant à commandant. Capitaine, pardon, de lieutenant à capitaine à titre posthume. Juste préciser quand même, et c'est très important, David, il y a une phrase extrêmement forte et aussi politique de la part de Simcha Goldin et de Léa Goldin à l'égard du Premier ministre Benjamin Netanyahu ce soir, lorsque Simcha dit seul Tzahal a ramené mon fils. Sous-entendu, ce n'est pas ni le Premier ministre, ni les ministres de la Défense qui se sont succédés, même ni les chefs d'état-major. Il a été très clair, Simcha. Il n'a pas parlé des dirigeants. Il a dit, ce sont les soldats. Il ne faut pas avoir honte de dire que les soldats ont ramené un soldat. C'était une phrase importante, bien évidemment, qui va être malheureusement utilisée par l'opposition en Israël au lieu de se taire et de dire la phrase a été prononcée, c'est exactement ce qu'a dit Simcha. La phrase a été prononcée ce soir, point à la ligne, on passe à autre chose et on se concentre sur les valeurs. Phrase lourde de sens, effectivement. Merci beaucoup Mathias. Daniel, un dernier mot sur ce dossier. Je voudrais rappeler un nom qui nous avait marqué à l'époque de l'enlèvement de Hadar Goldin. Il s'agit de celui qui était à l'époque lieutenant, qui je crois est aujourd'hui lieutenant-colonel ou commandant, Ethan Fould, qui a reçu une distinction exceptionnelle, l'ordre de la bravoure pour avoir tenté de récupérer le corps d'Hadar Goldin dans les tunnels de Rafiyah. Et malheureusement, il n'a pas réussi à le rattraper. Et ce sont les terroristes qui ont eu la main haute à ce moment-là. Mais Ethan Fould a rempli une mission avec beaucoup de bravoure. Il a essayé d'empêcher que le corps ne soit kidnappé par les terroristes du Hamas. Ce qui donne du sens à la phrase ce soir des parents de Hadar. J'ai juste 5 secondes puisque vous rappelez le nom. Rajbi, c'était un lieutenant-colonel. C'était le lieutenant-colonel, l'officier d'Hadar Goldin, qui est décédé, je l'avais interviewé plusieurs fois, qui est décédé des suites de cancer, et à qui il faut aussi ce soir rendre hommage, parce qu'il avait poursuivi seul pendant plusieurs longues minutes les terroristes du Hamas jusqu'à Rafah, avant de rentrer malheureusement bredouille. Voilà, combien d'héroïsme, effectivement. On vous libère. Merci beaucoup, Mathias Inbar, vous restez avec nous. Encore un petit peu, Daniela Hick, et pour saisir l'importance de cette restitution, de cette issue, il faut donc remonter à l'été 2014. Opération bordure protectrice, Tsahal aux prises avec le Hamas suite à l'enlèvement et à l'assassinat de 3 jeunes Israéliens. Et c'est alors qu'un cessez-le-feu venait d'entrer en vigueur que le lieutenant Hadar Goldin est lâchement tué, ainsi que 2 de ses camarades. Son corps est alors enlevé. Un jeune homme amateur d'art et épris d'unité. Sa famille s'est battue, on le disait, dès lors pour son retour. Un portrait signé Loïc Stécher. 4 août 2014, les proches du lieutenant Hadar Goldin sont réunis pour les funérailles du soldat israélien. Sont également présents les plus hauts gradés de Tsahal, dont le ministre de la Défense de l'époque, Moshe Ya'alon. À l'intérieur du cercueil, seuls des effets personnels tachés de sang. Son corps est alors retenu en otage par le Hamas. Après 11 ans d'attente insoutenable, l'organisation terroriste annonce ce dimanche la restitution de la dépouille. Retrouvée dans une zone contrôlée par Tsahal à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, aux côtés de corps de terroristes.
Hier soir, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, est venu annoncer la nouvelle à la famille du soldat. Tout le pays attend le retour d'Hadar. C'est une mission que nous devons et pouvons accomplir pour le bien de tous. Nous saluons tous ceux qui participent à cette mission nationale. Nous ne perdrons jamais espoir pour personne dans le pays. Hadar Goldin de la brigade Givati a été tué à Rafah le 1er août 2014 lors d'une mission de reconnaissance pendant laquelle lui et 2 autres soldats ont été tués. Son corps a alors été capturé par le Hamas. Il était âgé de 23 ans. Le lieutenant Hadar Goldin a été tué lors d'une opération il y a 11 ans. Sa dépouille a été enlevée par le Hamas qui a refusé de la restituer pendant tout ce temps. Durant cette période, nous, les différents gouvernements d'Israël, avons fait des efforts considérables pour obtenir ce retour, malgré la profonde douleur de sa famille, qui pourra désormais lui offrir une sépulture en Israël. Dès le début du conflit, nous avions promis de libérer tous les otages, sans exception. 11 ans d'attente, 11 ans de mobilisation pour la famille Goldin. Hadar Goldin faisait partie des 5 corps d'otages toujours retenus à Gaza. Les autres sont 3 Israéliens et un Thaïlandais, tous morts lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Israël presse l'organisation terroriste pour qu'elle respecte les accords du cessez-le-feu conclus en octobre dernier. Et on le disait avant les funérailles, ultime étape ce soir, celle de l'identification. Direction tout de suite à Boukabir, au sud de Tel Aviv. Bonsoir Jonathan Serrero. Alors Jonathan, étape douloureuse mais nécessaire au vu du cynisme dont a fait preuve le Hamas par le passé. On attendait les résultats dans la soirée, c'est fait, c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. Après 11 ans et demi d'attente, 4118 jours d'attente et de souffrance pour la famille Golding. C'est cette fois officiel. Hadar Golding a bien été identifié, a bien été libéré. Le corps d'Hadar Golding a bien été libéré des griffes du Hamas et de cette bande de Gaza après y avoir été tué il y a de cela 11 ans, vous le rappelez, du côté de Rafah, aux côtés de Liel Guidoni et de Benaya Sarel, dont les noms doivent être aussi rappelés ce soir. Il y a eu cet examen d'identification qui s'est déroulé assez rapidement. Ici, il y a plusieurs dizaines de personnes qui se sont réunies. Il y avait des membres aussi de la famille d'Hadar Golding qui ont entonné quelques chansons en l'honneur de cette famille Golding. Cette famille Golding dont on doit aussi rendre hommage ce soir, qui a multiplié les conférences, les manœuvres tout à travers le monde, qui a multiplié les discours. On s'en souvient aussi à la tribune de l'ONU, ces discours prononcés par Léa Golding. Il faut aussi rendre hommage à notre chaîne aussi qui a suivi pendant près de 11 ans le combat de la famille Golding, de Simcha Golding et de Léa Golding, qui a multiplié les prises de parole aussi du côté de la famille Golding. Et on voit ce soir le chef d'état-major qui est allé rendre visite à la famille Golding, le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, qui a remis aussi l'arme personnelle d'Hadar Golding, cette arme qui avait été remise par les terroristes du Hamas à Yahya Sinwar, le chef du Hamas, l'ancien chef du Hamas. Yahya Sinwar n'est plus de ce monde, fort heureusement. Et donc, Hadar Golding va pouvoir être enterré ici, en Israël, après tout de même 11 ans d'attente. Et c'est un soulagement, je pense, pour sa famille, pour Léa et Simcha Golding, David. On a entendu un instant, effectivement, soulagement. Jonathan, dans ce contexte, on signale l'arrivée en Israël demain des émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, au lendemain donc, de la restitution du corps de Hadar Goldin. Oui, retour de Steve Witkoff et de Jared Kushner, les envoyés spéciaux américains au Proche-Orient. Ils vont s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. D'autres rencontres aussi sont prévues. Les Américains veulent montrer tout leur sérieux à maintenir coûte que coûte ce cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il sera aussi question de la force de stabilisation de la paix dans la bande de Gaza. Et sur ce point, du côté de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre a été très clair. Pas question que des soldats turcs mettent un pied dans la bande de Gaza. Le porte-parole des bureaux de la présidence du Conseil à Jérusalem a indiqué qu'il est hors de question de voir des soldats de Recep Tayyip Erdogan mettre les pieds du côté de la bande de Gaza. Et ce sera l'un des sujets qui sera discuté du côté de Steve Witkoff, Jared Kushner et le Premier ministre israélien. Et il sera question aussi de la deuxième phase
base du plan Trump lors de ces discussions qui sont prévues dans les prochains jours, David. Une discussion importante, on suivra tout cela dès demain. Merci beaucoup Jonathan Serrero en direct ce soir du centre de l'Institut médico-légal d'Abou Kabir. Autre image du jour, les funérailles d'un autre héros, le soldat Itai Chen, tombé au combat le 7 octobre 2023. Son corps a été restitué, souvenez-vous, il y a quelques jours. Une foule l'a accompagné depuis Netanya jusqu'au cimetière de Kiryat Shaoul. Son père a pris la parole. Écoutons un court extrait. Grâce à toi et à plusieurs centaines d'autres combattants héroïques de la guerre du 7 octobre, et non, nous ne nommerons pas cette guerre maudite, la guerre de la résurrection, un chapitre d'héroïsme unique a été écrit avec votre sang. Un chapitre dont on parlera encore beaucoup dans l'histoire de l'État d'Israël. Ce chapitre incarne les véritables valeurs du peuple d'Israël, responsabilité mutuelle, fraternité, considération pour autrui. Voilà, on va interroger également ce soir Raphaël Jérusalemi, un expert. Bonsoir et merci à vous de nous avoir rejoints. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. On rappelle le titre d'ailleurs de votre ouvrage, dernier ouvrage, Tribune de guerre chez David Reinhardt. Un mot d'abord concernant Hadar Goldin, 11 ans c'est très long. C'est aussi la démonstration quelque part qu'Israël ne renonce jamais à ses soldats. Oui, c'est vrai, bien qu'il y ait quand même une mesure d'échec dans la durée, parce que 11 ans, c'est beaucoup de temps pour récupérer ce corps de ce soldat. Mais c'est vrai que la tradition a été respectée, a été maintenue de ne laisser personne derrière, mort ou vif, soldat ou civil. C'est la grande tradition de Tzahal, de l'État d'Israël, mais aussi, je crois, de la morale juive, de la façon dont nous envisageons la sacralité de la vie. Et c'est vrai que nous payons des prix exorbitants pour récupérer ces âmes juives, ces victimes, mais en fin de compte, nous n'avons pas le même calcul, nous n'avons pas le même boulier, nous calculons sur les valeurs et non pas sur les chiffres. Et c'est effectivement une très belle journée de voir enfin Hadar Goldin revenir. Et on doit saluer particulièrement sa famille, ses parents qui, comme les parents de Gilad Shalit, ont mené un combat à travers le monde pendant des années, n'ont pas eu une seconde de répit, présentant le cas véritablement à des politiciens, à des journalistes, sans arrêt. Et voilà, tous ces efforts sont récompensés et on espère que nous avons terminé le travail avec les quelques cadavres qui restent. C'est une immense victoire pour Israël. C'est la véritable victoire. On peut tuer autant de terroristes qu'on veut. L'objectif principal était tout de même de récupérer nos cadavres et nos otages vivants, bien sûr. C'est la grande tradition. Ouais, donc un curseur moral différent. Alors votre avis quand même sur l'avenir du cessez-le-feu, c'est de ça dont on parle aussi à Gaza, parce que les Américains veulent le sauvegarder à tout prix. Israël veut aller au bout du combat, et on sait, contre le Hamas. Et puis le Hamas, visiblement, est assez inquiet à l'idée de voir Israël reprendre justement l'offensive. Il va avoir le temps de se réarmer. La phase 2 du plan Trump, est-ce que vous pensez qu'elle va voir le jour un jour? Alors la phase 2... elle va probablement voir le jour parce que Donald Trump veut absolument qu'elle voie le jour et il fait à peu près tout pour que cela arrive. Il envoie des troupes, il envoie de l'argent, il envoie des émissaires. Il faut s'attendre, comme on le voit maintenant avec la récupération des otages, à ce que le Hamas mette des bâtons dans les roues à chaque petit pas qu'on doit faire en avant dans ce plan Trump. Ils vont jouer la montre, ils vont discuter chaque virgule, chaque point de virgule. On a l'habitude, on l'a vu durant cette phase-là, on l'a vu d'ailleurs durant toutes les années passées et durant tous les cessez-le-feu passés. Le Hamas ne respecte jamais les échéances, ne respecte jamais les conditions. Il va falloir s'armer de patience et de sang-froid. Ceci étant dit, et bien que les Américains prennent le contrôle de cette opération, c'est à Israël que reste le dernier mot sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire que s'il y a véritablement une menace renouvelée et un renforcement du Hamas qui menace la sécurité d'Israël, Israël interviendra. C'est une décision politique. Sur le plan militaire et sécuritaire, Tzahal est prêt à intervenir. Si jamais donc le gouvernement décide, le Premier ministre Benjamin Netanyahu décide qu'il y a une menace sécuritaire qu'il ne peut pas
être laissé pour compte et il faudra agir. Et il faudra agir, que ça plaise ou non d'ailleurs à la Maison-Blanche. Voilà, Israël qui doit garder la main, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup à vous, Raphaël Girozanmi, d'avoir été ce soir en direct avec nous. Et autour de cette guerre, finie ou pas, à Gaza, bien des dossiers sensibles gravitent. C'est le parti pris de cette édition. Qui dit guerre dit armée, qui dit armée dit conscription, et c'est là qu'intervient la politique. Rebonsoir Daniel Haïk. Daniel, union des partis d'opposition, union annoncée en tout cas, contre le projet de loi très sensible qui encadrerait l'enrôlement des orthodoxes. D'abord, pourquoi c'est important ? C'est important, ce n'est pas tout à fait surprenant que l'opposition soit unie dans ce dossier. Elle n'est pas toujours unie dans son opposition, cette opposition, mais là, sur ce plan, eh bien, il y a unanimité. Effectivement, c'est le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot et il faut noter que même au sein du Likoud, il y a des grincements de dents concernant la loi que le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset prépare, Boaz Bismuth, et tout le monde n'est pas d'accord pour dispenser un maximum d'élèves des yeshivot, des orthodoxes. Ça, c'est un point d'une certaine manière, mais il faut être honnête, parce que l'opposition, elle est unie, mais si il devait y avoir des élections dans les prochains mois, eh bien, au lendemain de ces élections, il est quasiment certain, cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour les observateurs, que si cette même opposition unie, eh bien, elle parvenait avec les orthodoxes, les partis orthodoxes, à former une coalition gouvernementale, eh bien, elle accepterait de céder beaucoup, y compris même sur ce dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et je dis pour terminer, si véritablement c'est important pour l'opposition la dispense des élèves des yeshivot, alors, eh bien, il y a une possibilité, c'est de s'unir, de former un gouvernement d'union avec Binyamin Netanyahou. Alors c'est ça, on comprend qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette attitude de l'opposition, pas seulement sur ce dossier de la conscription, mais en tout cas qui est assez révélateur de l'ensemble du point de vue de l'opposition aujourd'hui face à Netanyahou. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de débloquer les situations. Si l'opposition s'oppose par exemple à la présence de Smotrich et de Ben Gvir au sein du gouvernement parce qu'il dit que Binyamin Netanyahou est prisonnier de son aile droite, eh bien, et c'est tout simple, il suffit de proposer de rentrer à l'intérieur du gouvernement, de sceller une alliance, même jusqu'aux prochaines élections, et d'essayer d'apaiser les tensions qui règnent actuellement dans la société israélienne. Il est certain qu'un gouvernement aujourd'hui, on va dire d'union nationale ou de salut national, avec les formations du centre, ou même peut-être un peu de la gauche, et le Likoud en particulier, mais aussi d'autres partis, eh bien, cela permettrait d'apaiser les tensions qui sont extrêmes, qui se sont exacerbées ces dernières semaines. Eh bien, c'était le parti pris de la soirée. Merci beaucoup, Daniel Haïk, pour cette analyse. On suivra ce dossier très important de la conscription. Allez, deuxième semaine de la grande édition, deuxième dossier de la semaine. Souvenez-vous, on a passé en vue la semaine dernière les défis posés par le Qatar. Cette fois-ci, coup de projecteur sur une puissance régionale qui s'érige régulièrement en rival numéro 1 d'Israël dans la région et qui se retrouve d'ailleurs aujourd'hui au carrefour des enjeux à Gaza. De par sa taille, son positionnement, ses ambitions, la Turquie est sans doute aujourd'hui l'un des pays les plus surveillés par Jérusalem à bien des égards. Encore plus depuis le rapprochement Trump-Erdogan. Tout comme Israël, Ankara aura changé de dimension, de catégorie en l'espace de 20 ans, tant du point de vue économique que militaire. Pour ce premier épisode, eh bien, on vous propose de redécouvrir comment ce pays, au passé glorieux, a su reconstruire sa puissance. Un sujet préparé par Mathieu Winding. Si l'armée turque dépasse Tsahal dans certains classements, c'est que ces derniers sont uniquement quantitatifs et non qualitatifs. Difficile de mesurer les succès de l'armée israélienne en Iran ou les avantages tactiques, technologiques, ni même le savoir-faire et l'expérience de l'armée israélienne. L'armée est l'un des piliers de la société turque, le service militaire y est obligatoire et certains corps sont très anciens. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman contrôlait une grande partie du Moyen-Orient. La Turquie fait aujourd'hui partie de l'OTAN et par ses effectifs est la deuxième armée de l'organisation transatlantique. En comparaison, les effectifs de Tsahal sont plus réduits, mais beaucoup plus spécialisés et éduqués. La marine turque est plus conséquente par sa flotte que la marine israélienne. Cependant, l'achat de sous-marins allemands par Jérusalem rééquilibre les forces. La supériorité de l'armée de l'air israélienne est incontestable, aussi bien au niveau des compétences que des équipements. Dans ce contexte, Ankara se tourne vers l'Europe pour moderniser sa flotte aérienne. Les deux pays produisent localement des drones. Les appareils turcs ont été, par exemple, vendus à l'Ukraine. Ankara accueille chaleureusement des organisations
organisations terroristes comme le Hamas. Le président Erdogan est proche des frères musulmans. La Turquie combat activement le nationalisme kurde sur son territoire, dans le nord de l'Irak et en Syrie. L'armée turque occupe une partie de Chypre depuis des décennies. La marine turque est déployée en Méditerranée et le soutien militaire à l'Azerbaïdjan a permis à Bakou d'avoir le dessus sur l'Arménie. L'armée turque est présente en Libye depuis 2020 où elle a une base aérienne. Ankara renforce sa présence en Syrie avec plus de 16 000 hommes déployés dans le pays et veut construire plus de bases militaires dans toute la Syrie. Fin août dernier, Ankara a franchi une ligne rouge pour Israël en installant des dispositifs d'espionnage en Syrie. La réponse de Jérusalem ne s'est pas fait attendre. Des commandos ont été envoyés dans le sud de la capitale syrienne pour purement et simplement confisquer le matériel militaire turc. Voilà, bras de fer à distance pour l'instant. Il nous a rejoint, Mathieu Winding. Bonsoir Mathieu, c'est vous qui avez préparé pour nous ce sujet très intéressant. Eh bien, il est d'actualité ce sujet puisque la Turquie passe commande, on l'a appris aujourd'hui, d'avions de chasse Made in Europe. Oui, David, la vente de 44 avions de chasse de type Eurofighter Typhoon se décompose ainsi. 20 avions ont été vendus par Londres pour 8 milliards d'euros. C'est le plus important contrat pour le Royaume-Uni de ces 20 dernières années. Avec cette vente, de nombreux armements, une maintenance technique et des mises à jour, la date de livraison est prévue pour 2030. 24 avions s'ajoutent à la commande. Ce sont aussi des Eurofighter rachetés au Qatar et Oman. Ce sont des modèles d'occasion. Ils sont attendus en Turquie dès l'année prochaine. Il faut savoir que la flotte turque est composée de F-16 vieillissants et de F-4 Phantom obsolètes. À noter qu'avant l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, ces F-4 turcs avaient été modernisés par Israël. Aujourd'hui, l'Eurofighter constitue un bond en avant. Les capacités de l'avion européen sont bien supérieures à celles du F-16 turc. Cette vente arrive quelques mois après la guerre des 12 jours contre l'Iran et aussi après que la Grèce ait acheté des Rafales et des F-35. Donc, à propos du F-35, la Turquie comptait sur l'avion de chasse 5e génération, mais Ankara a été écartée du programme en 2019 car la Turquie s'est dotée du système de défense antimissile russe S-400. Aujourd'hui, la Turquie semble, on le voit, pressée de s'équiper. L'armée turque a aussi passé commande à son industrie aérospatiale pour livrer un avion de chasse turc de 5e génération, furtif lui aussi, comme le F-35. Et cette livraison devrait intervenir en 2028. Voilà, du travail tout ça pour se hisser, si possible, au niveau d'Israël en matière de suprématie aérienne. Merci beaucoup, Mathieu Winding, pour cet exposé. Et pour aller plus loin, on interroge David Rigoleros, un expert. Bonsoir et merci. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, et rédacteur en chef également de la revue Orient Stratégique chez Yann Armatan. Alors d'abord, comprendre un petit peu la posture hybride de la Turquie. On le voit bien, membre de l'OTAN, mais libre de nouer des alliances ponctuelles avec la Russie, par exemple, comme on vient de le dire. Elle a un côté inclassable, la Turquie. Ce serait le reflet d'intérêts complexes, vous diriez ? Oui, d'intérêt complexe, parce que de toute façon, c'est un acteur qui est incontournable au sens propre du terme, de par sa position géographique, à cheval entre l'Europe au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, et l'Asie, et puis à l'interface d'enjeux géopolitiques majeurs. Donc la Turquie, de ce point de vue-là, effectivement, un pied dans l'OTAN, un pied en dehors, mais on préfère quand même l'avoir dans l'OTAN, parce que c'est... Alors que vous évoquez le fait que c'était la 2e armée de l'organisation transatlantique, la 9e du monde. Donc, alors certes, on dit c'est plus quantitatif que qualitatif, mais en réalité, il y a une montée en gamme de la Turquie. On l'a vu avec le développement d'une industrie de défense nationale, et même si la Turquie reste dépendante notamment des importations américaines, mais il y a le souci de développer une filière spécifiquement autonome. On l'a vu notamment avec ce que les drones Bayraktar, par exemple, qui sont justement du gendre en fait de Erdogan, qui ont fait preuve de leur efficacité à la fois dans le conflit en Azerbaïdjan avec l'Arménie, et puis en Syrie. Ça a été une aide aussi très importante pour HTS au moment de la chute de Bachar el-Assad. Donc la Turquie veut avoir un rôle ou retrouver un rôle géopolitique majeur. Et effectivement, le président Erdogan a des ambitions très importantes de ce point de vue-là. Vous dites monter en gamme, c'est ça, la Turquie effectivement qui développe sa propre industrie militaire. C'est important, c'est justement ce qui caractérise une vraie puissance, autonomie, autosuffisance. Oui, ce qui manque peut-être à Israël. C'est un des attributs, effectivement, de pas être dépendant de fournisseurs extérieurs. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, il y a un souci de plus en plus marqué. Il y a même le souci de développer un avion 5e génération,
si évidemment il est très dépendant, notamment pour ce qui est des turboréacteurs de la technologie américaine, par exemple. Il ne peut pas créer comme ça ex nihilo parce que c'est un écosystème technologique et financier énorme des programmes de ce type. Ça explique d'ailleurs qu'il avait les velléités d'achat du F-35 qui avait été suspendu parce qu'il y avait eu, on va dire, des relations jugées intempestives avec Moscou sur les S-400, même s'il est question aujourd'hui d'un retour. D'ailleurs, Tom Barrack, qui est l'envoyé spécial du président américain dans la région, laisse entendre que ce problème justement de la fourniture des F-35 pourrait être réglé d'ici la fin de l'année, tout simplement parce que le président Erdogan a fait valoir l'importance de son rôle, notamment par rapport à la guerre à Gaza et sa possibilité de peser sur le Hamas. Effectivement, donc en tout cas, objectif sans doute hégémonie régionale et puis endiguement de la puissance israélienne. On en reparlera tout au long de cette semaine. Merci beaucoup à vous, David Rigolero, d'avoir été ce soir en direct avec nous. Allez, on fait cap à présent vers l'international. On a parlé de la Turquie, et bien l'un de ses alliés se rapproche également des États-Unis. Le nouveau président syrien, Ahmad al-Shara, il est à Washington pour une visite diplomatique déjà qualifiée d'historique. Rencontre demain à la Maison-Blanche avec Donald Trump, avec l'idée d'évoquer au passage, pourquoi pas, l'évolution des relations entre Damas et Jérusalem. Mais dans l'intervalle, vous allez le voir, les échanges étaient également sportifs. Explication, Mathieu Windy. Rares images du président syrien à Washington. Il marque un panier à 3 points dans son nouvel uniforme, le costume cravate. Il joue avec des officiers supérieurs américains. Les images ont été postées par le ministre syrien des Affaires étrangères. Demain, l'ancien djihadiste devenu chef de la Syrie est reçu à la Maison-Blanche. Le déplacement historique marque probablement la fin définitive de l'isolement de la Syrie sur la scène internationale. Nous allons nous rencontrer et je pense qu'il fait du très bon travail. C'est un coin du monde difficile, c'est un dur à cuire. Mais je m'entends très bien avec lui et beaucoup de progrès ont été réalisés avec la Syrie. C'est difficile, mais beaucoup de progrès ont été réalisés. Nous avons levé les sanctions à la demande de la Turquie, à la demande d'Israël en fait. La visite d'Al-Shara est la première d'un président syrien depuis l'indépendance du pays en 1946. Le président syrien a été retiré de la liste américaine du terrorisme et le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé les sanctions à son encontre. Selon l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack, le maître de Damas devrait signer un accord pour rejoindre la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis. Une vaste opération a été menée hier contre des cellules du groupe État islamique dans le sud de la Syrie. Un projet de base américaine dans le sud du pays est aussi à l'étude. L'ancien chef de guerre qui a mené la coalition qui a mis fin au régime de Bachar al-Assad fin 2024 devrait demander la levée des sanctions économiques américaines ainsi que de l'aide pour reconstruire son pays. La normalisation avec Israël serait aussi à l'agenda. À Jérusalem, la méfiance face à l'ancien chef terroriste est de mise. En parallèle, des réunions très discrètes ont été tenues entre officiels israéliens et syriens. Et de Washington à New York, où le futur maire fraîchement élu a tenu hier son premier événement public post-victoire. Bonsoir Loïc Téchier-Choukroun. On en parle avec vous Loïc. Eh bien, ambiance particulière pour ce meeting. Oui David, et on va tout de suite écouter les premiers mots du discours de Zoran Mamdani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is such a pleasure. C'est un réel plaisir d'être avec autant d'amis. Pour la plupart, j'ai l'occasion de vous rencontrer pour la première fois. C'est mon premier événement depuis que nous avons remporté l'élection mardi. Oui, je tiens à préciser que ce premier événement public auquel a assisté Zoran Mamdani n'a pas eu lieu dans sa ville, celle de New York, mais sur l'île de Porto Rico, dans une mosquée précisément de l'île où il s'était envolé pour assister à une conférence politique qui a eu lieu ce week-end. Alors, devant une assemblée largement musulmane, comme vous pouvez l'imaginer, vêtue d'une chemise traditionnelle, il a redit sa fierté d'être le premier maire musulman de la ville de New York. C'est souvenu des valeurs musulmanes, d'égalité et de partage qui ont été transmises dès son plus jeune âge pour les traduire dans sa politique actuelle. Il y avait également de nombreux drapeaux palestiniens, tandis que le public, vous l'avez entendu, a scandé Allahu Akbar à plusieurs reprises pour saluer les déclarations du nouveau maire de New York. Nous venons de faire l'histoire, a-t-il encore déclaré. Cette élection incarne la volonté de tous les New-Yorkais qui ont fait de cette ville leur maison, de se sentir vraiment
chez eux, accepté et pleinement reconnu. Mardi, déjà, le jour de son élection, à la mairie de New York, Zohran Mamdani, lors de son discours de victoire, avait déjà prononcé une partie de ses premiers mots en langue arabe. Voilà, Zohran Mamdani qui donne le ton peut-être pour la suite de sa mandature. Merci beaucoup, Loïc Técher, Chokroun. Et ce soir, le rendez-vous du dimanche soir sur i24 News, c'est avec bien sûr Miri Maman. Bonsoir Miri. Bonsoir. Regard croisé, deuxième opus, il sera question justement, entre autres évidemment, de la nouvelle icône des démocrates américains. Et oui, de Zohran Mamdani, mais alors on va poser un autre regard sur Zohran Mamdani, et c'est celui qu'oppose la gauche radicale européenne sur ce qu'elle considère comme le héros du jour, le héros du moment, et les filles notamment, qui sur des affiches de campagne, peut-être les futures affiches de campagne pour les législatives et les municipales vont utiliser l'image de Zohran Mamdani. En tout cas, ça galvanise l'extrême gauche européenne, c'est une certitude, et on creusera justement cet aspect-là. On parlera aussi des drones dans le ciel européen, et notamment en Belgique, dernière cible des drones supposés russes. Il n'y a aucune preuve, mais tous les experts estiment que c'est bien russe. Va-t-on vers une guerre réelle entre l'Europe et la Russie? En tout cas, pour l'instant, l'Union européenne ne réagit pas réellement. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, dans le grand angle, vous savez, plonger dans la société israélienne, là, on va s'intéresser aux Israéliens qui se font boycotter à l'étranger, notamment les sportifs, les footballeurs, puisqu'ils ne peuvent pas s'exporter, ne peuvent pas recruter en Israël, ils ne peuvent pas jouer en extérieur. Enfin, c'est très compliqué. Reportage auprès de footballeurs. On ouvrira aussi sur le boycott académique et le boycott artistique dont souffrent les Israéliens et par ricochet les Juifs. Un programme extrêmement riche, ne pas manquer donc juste après la grande édition à 20h heure de Paris. Merci beaucoup. Miri Maman, à des changements de décor, on va partir à Londres où vous allez le voir, l'immigration est nettement moins tendance qu'à New York en ce moment. La ministre de l'Intérieur britannique propose des mesures pour le moins drastiques. La correspondance sur place de Laura Calbu depuis la capitale britannique. Oui, c'est un vrai tournant pour le gouvernement de Keir Starmer. Des hauts fonctionnaires ont été envoyés à Copenhague pour étudier ce système. Car au Danemark, il faut savoir, les réfugiés n'obtiennent qu'un statut temporaire et peuvent être renvoyés dès que leur pays est jugé sûr. Alors le regroupement familial aussi est strictement encadré. Âge minimum de 24 ans, test de langue et conditions de ressources obligatoires. Alors au Danemark, ces mesures ont fait chuter les demandes d'asile au plus bas niveau depuis 40 ans, et elles sont aussi très controversées car certains quartiers dits sociétés parallèles à majorité non occidentale ont été exclus du droit au regroupement familial. Shabana Mahmoud veut s'en inspirer pour réduire les arrivées et faciliter les expulsions, mais cette orientation divise le parti travailliste. Il y a des députés de gauche qui dénoncent une dérive inspirée de l'extrême droite, tandis que d'autres y voient une réponse nécessaire à la poussée du parti populiste de Nigel Farage. Selon la BBC, la ministre présentera ses propositions avant la fin du mois. Laura Calbu depuis Londres, et on va traverser la Manche. En France, cette fois, 4 personnes ont été interpellées à la suite des graves incidents qui avaient émaillé le concert de l'orchestre israélien jeudi soir dernier à la Philharmonie de Paris. Souvenez-vous, 3 des 4 individus en question sont soupçonnés d'avoir lancé des fumigènes. Anna Papiachvili est en direct de nos studios parisiens. Bonsoir Anna. Mise en examen des suspects ce dimanche. Où en est-on, Anna ? Oui, absolument. Les 4 individus interpellés ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le parquet de Paris. Désormais, ils doivent recevoir une convocation pour leur procès. Les mises en cause sont poursuivies pour une série d'infractions graves, dégradation de biens d'autrui avec mise en danger des personnes, détention de produits incendiaires interdits par arrêté préfectoral ou encore organisation de manifestations non déclarées sur la voie publique. Alors jeudi soir, ces 4 personnes, des militants pro-palestiniens, 3 hommes et une femme, avaient été arrêtés après avoir utilisé des fumigènes, perturbé donc ce concert de l'orchestre israélien à la Philharmonie de Paris. Ils ont aussi utilisé des bulles puantes ou encore de l'encre rouge. Et le groupe Palestine Action France avait revendiqué être à l'origine de ces incidents dans un message sur Instagram. La direction de la Philharmonie de Paris avait
aussitôt condamné ces actes et porté plainte. Toute la classe politique, d'ailleurs, juste après, a dénoncé ces agissements, sauf la France insoumise. Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur, a qualifié ces actes d'extrêmement graves et totalement irresponsables. Il a expliqué aussi que c'était très dangereux d'utiliser des fumigènes dans une enceinte fermée, car il aurait pu provoquer des mouvements de foule et des blessés. Même condamnation du côté de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, qui a rappelé que la liberté de programmation est un droit fondamental de la République française. Par ailleurs, Laurent Nunez a précisé aujourd'hui que le dossier de dissolution de l'organisation Palestine Action France est en cours d'examen. En tout cas, ce soir-là, ce jeudi 6 novembre, l'orchestre israélien dirigé par le talentueux Lahav Shani, jeune et talentueux Lahav Shani, a interprété l'hymne israélien La Tikva, ce qui n'était pas prévu au programme et qui a ravi les spectateurs. Voilà, sans doute la plus belle des réponses. Merci beaucoup, Anna Papiachvili, depuis nos studios parisiens ce soir. Il est temps de passer à l'invité de cette édition. Alors, on va parler comme promis de cette histoire assez incroyable. Ça se passe en Belgique. Un terroriste du Hamas, impliqué dans les massacres directement du 7 octobre, vit actuellement dans ce pays. Et oui, Mohamed Al-Khatib apparaît, vous le voyez, sur des vidéos tournées en ce jour funeste. Et il s'est présenté par la suite comme journaliste, avec la mission apparemment de diffuser la propagande anti-israélienne depuis l'Europe. Nous sommes en ligne avec Denis Ducarme. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes député de la Chambre des représentants de Belgique. Question simple d'abord, que fait-il chez vous? Que fait un tel individu sur le sol belge aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose, évidemment. Et donc, moi, j'ai déjà pu prévoir d'interpeller le gouvernement fédéral afin de voir comment cet individu, qui apparemment a vraiment participé à l'attaque terroriste du 7 octobre, a pu se voir octroyer soit un titre de protection internationale ou un titre de protection subsidiaire, sans qu'il y ait eu un clignotant à un moment donné qui avertisse autant les services de renseignement en Belgique que notre centre d'analyse de la menace, que les services de l'immigration, que ce personnage ne devait pas avoir accès à notre territoire. Vous savez, en Belgique, on est en train de resserrer les boulons en matière, avec ce gouvernement de centre droit, en matière de lutte contre le radicalisme, de lutte contre le terrorisme. Pas plus tard que vendredi, on a vu le gouvernement fédéral prendre des dispositions visant à ce que les personnes condamnées pour des infractions terroristes n'aient plus accès à notre territoire, mais il y a encore des trous dans la raquette. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de faire le point rapidement pour que ce personnage n'ait pas liberté d'aller et venir, de manifester, même dans un certain nombre de réunions à Bruxelles, à Anvers, à Gand, alors qu'il a participé à l'innommable. Ouais. Donc vous espérez un électrochoc. Alors d'ailleurs, globalement, les sentiments là, en ce moment en Belgique, on imagine l'émoi pour certains, l'indignation, et puis pour d'autres, c'est normal d'accueillir un tel individu? C'est très contrasté. Je ne crois pas que ce soit normal. Vous savez, il y a évidemment toute une série de personnes de très mauvaise foi qui vous diront que c'était normal que le Hamas attaque Israël le 7 octobre et tue 1000 civils. Mais ça reste une minorité. Aujourd'hui, en Belgique, on reconnaît le 7 octobre comme un des actes terroristes les plus graves qui a été connu sur la planète après le 11 septembre. Et donc, une personne qui a participé à ces meurtres n'a pas à se retrouver sur le territoire belge. C'est ce que je vais essayer de dire mercredi à la Chambre et j'espère que les représentants du gouvernement qui me répondront au Parlement dès mercredi sur ce sujet feront le nécessaire pour se mobiliser et lancer la mécanique qui permettra naturellement de retirer le titre de séjour à Monsieur Al-Khatib. Vous pensez réunir une coalition majoritaire autour de cette question? Ça fait consensus en ce que vous pensez? C'est même pas une question politique, c'est une question réglementaire, de droit. La législation. Il s'agit en effet de respecter notre propre législation et de veiller naturellement à ce que des individus qui ont participé
à des actions terroristes ou qui sont membres de groupes terroristes ne soient pas reçus en Belgique comme des réfugiés. Voilà. Et on rappelle que vous étiez venu vous-même, Denis Ducarme, en Israël peu après le 7 octobre en visite de solidarité dans le pays. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous en direct ce soir de Bruxelles, en Belgique. Et on passe pour conclure à l'info chrono. Vous connaissez la formule en bref et en images. L'heure du divorce entre l'équipe cycliste israélienne et la société canadienne Première Tech. Cette dernière annonce la rupture de son contrat de sponsoring à l'issue de longs mois de controverses et d'actions anti-israéliennes. Point culminant il y a 2 mois lors du Tour d'Espagne qui s'est conclu dans la confusion en raison des manifestations pro-palestiniennes. Première Tech, spécialiste de l'innovation durable, soutenait l'équipe du milliardaire Sylvan Adams depuis 2022. Elle indique dans un communiqué que la situation était devenue, je cite, insoutenable. Bonne nouvelle en revanche pour l'économie israélienne. L'agence de notation S&P Standard & Poor's relève la perspective de notation d'Israël. Elle passe de A négatif à A stable. L'agence explique sa décision par l'instauration du cessez-le-feu à Gaza, évidemment, et estime que cette évolution devrait atténuer la pression sur les finances publiques du pays. Il s'agit du premier réajustement positif pour Israël depuis l'abaissement de la note ou de la perspective du pays par les 3 principales agences durant la guerre. Et puis une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Celle-ci concerne les touristes israéliens. Les choses avancent en vue de l'ouverture d'une base en Israël de la compagnie low cost Wizz. Négociation en cours et annonce potentiellement imminente. Le transporteur hongrois pourrait ainsi baser ses avions à l'aéroport Ben Gurion et étendre son offre de vol. Balkans, Émirats, Inde ou même Thaïlande, de quoi inquiéter les concurrents locaux. Arkia et Israël notamment, ce qui explique l'opposition pour l'heure de la centrale syndicale Histadrut. Voilà, et c'est la fin de cette grande édition. Merci de votre attention. Tout de suite, bien sûr, c'est Myriam Aman qui vous attend pour Regard Croisé. Très bonne soirée sur Act24 News.